Bienvenue. Merci d'être parmi nous cet après-midi. C'est moi qui vais faire l'animation du panel aujourd'hui. Je me présente Audrey-Jade Bérubé. Je travaille pour Nature Québec et je suis chargée de projets Aires protégées et forêts. Les dialogues pour la biodiversité, c'est une initiative des dialogues pour le climat. Donc, les dialogues pour le climat, c'est leur deuxième édition qui ont eu lieu là, pendant la COP27 cette année. On a décidé de reproduire l'initiative pour les dialogues pour la biodiversité. Et qui travaille sur les dialogues pour la biodiversité? C'est Nature Québec et le projet de la Réalité climatique Canada, qui est aussi en charge là, des dialogues pour le climat. Donc, c'est notre avant-dernier panel. Donc, c'est la fébrilité de la fin. Demain, ne manquez pas le panel qui va avoir lieu. C'est le panel avec les partis politiques pour discuter de l'après-cadre mondial, après adoption du cadre mondial. Espérons-le qu'il va être adopté le 19, le 20, le 21, on verra. Mais je vous invite là, à participer. Ça dit qu'il n'y a plus de place en présentiel sur l'événement. Par contre, là, ça va être dans l'Atrium, cet événement-là, avec les partis politiques. Donc, les partis politiques du Québec, que je n'ai pas mentionné. Puis, les gens peuvent se mettre debout également là, si ça vous intéresse de vous joindre à nous. Il va y avoir également des bouchées après le panel. Donc, c'est à ne pas manquer pour voir nos chers députés parler du cadre mondial et de comment ils vont le mettre en application, évidemment. Donc, c'est la partie vraiment la plus importante. Donc, juste avant de commencer, je vais faire une petite reconnaissance territoriale. Donc, ici, on se trouve sur le territoire de Tiohtià:ke, qui est communément appelé Montréal, qui est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, dont les Premières Nations Haudenosaunee et Anishinaabeg. Donc, nous remercions ces peuples autochtones pour la participation et le partage de leur territoire. Et pour commencer, je vais présenter nos panélistes aujourd'hui. Donc, pour débuter à votre gauche, on va commencer avec M. Dominique Gravel, qui est chercheur à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, notre deuxième panéliste aujourd'hui, c'est Andréane Grimard, qui est directrice de portfolio d'investissement à Colibri Catalyst. Nous avons ensuite Alice Chipot, qui est la directrice générale du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. Et finalement, Diego Kremer, directeur finance et biodiversité de la SNAP Québec. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation et merci à Diego d'avoir accepté à la dernière minute hier. Donc, on va débuter. J'ai quand même beaucoup de questions pour vous. Puis, avec discussion là, avec Alice hier, qu'est-ce qu'on trouvait intéressant? J'ai des questions pour englober la discussion, pour s'assurer qu'il y a un échange, mais libre à vous d'échanger entre vous, de vous poser des questions entre vous, de vous relancer. Donc, ça va permettre d'avoir des discussions plus riches et plus enrichissantes. Merci. Donc, première question, je vais aller avec des questions individuelles d'abord, avec votre domaine d'expertise. Je vais commencer ici avec Diego. Diego, j'aimerais t'entendre sur les différences entre le financement pour la biodiversité et l'inclusion de la biodiversité dans le financement et comment on met en application actuellement l'un et l'autre au Québec. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de voir qu'on est à plus que 2/3 de la COP, puis vous savez encore l'énergie d'assister à des formations et à des débats. Je nous félicite à tous, même de ce côté aussi. C'est exigeant pour le corps. Donc, merci pour votre enthousiasme. On espère être à l'auteur de vos attentes. La différence est fondamentale. C'est deux approches complémentaires. L'approche qu'on voit le plus souvent, jusqu'ici, c'est une approche traditionnelle qui a été héritée même des premières sociétés de conservation de la nature, comme les Sierra Club au 19e siècle, c'est l'effet de finance the green, donc de financer la nature. C'est l'optique dans laquelle une compagnie ou un État qui a un comportement nuisible ou non va financer la protection de la nature. L'exemple le plus clair, c'est la conservation des terres. Donc, en ce moment, au Canada, par exemple, il y a des compagnies pétrolières qui parfois se retrouvent même dans les conseils d'administration des compagnies, des ONG de conservation, qui vont donner des sommes d'argent très généreuses pour procéder à l'achat des grandes surfaces pour faire de la conservation. Évidemment, il y a une valeur écologique à faire de la conservation, peu importe qui est l'acheteur.
Les problèmes de cette approche-là, ou les problèmes, je veux dire, c'est ce qui manque dans cette approche-là, c'est que le comportement qui est nuisible pour la nature n'est pas corrigé par les gestes de compensation qui est posé. Donc, une compagnie pétrolière peut continuer à faire des grands trous en Alberta, de la déforestation, perturber des habitats critiques des espèces en péril, etc. Une compagnie minière au nord du Québec peut faire la même chose. Et en même temps, c'est donner une bonne image corporative en procédant à des achats de terres, de grandes surfaces, etc. Une autre forme de financer la nature, c'est financer, par exemple, des projets de restauration. Ça peut être la plantation d'arbres, etc. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le geste original qui a causé un dommage a été arrêté ou que le comportement a changé. Dans un sens contraire, on peut essayer, puis on voit beaucoup d'initiatives en ce moment, on peut essayer de verdir la finance et les activités industrielles. Et là, ça passe par un investissement dans des processus de réglementation, amélioration, encadrement des flux financiers à plusieurs niveaux, au niveau des États ou au niveau privé. Au niveau privé, par exemple, on peut voir le développement des normes industrielles, pas seulement pour la biodiversité, mais depuis un siècle, par exemple, le International Standards Association essaie de réglementer ce qui est un produit qui est mis en marché selon un certain type de règles. Bon, à un moment, il va exister aussi des règles sur l'impact sur la biodiversité. Ça, c'est un investissement pour verdir la finance. Le développement des règles pour les secteurs de l'investissement, par exemple, c'est ce que la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures essaie de faire, c'est de refléter dans une série de paramètres ou d'indicateurs l'impact que les compagnies ont sur la nature via leurs décisions d'investissement et les dépendances de ces compagnies-là vis-à-vis les services qui sont fournis par la nature. On appelle cette double logique la double matérialité. Finalement, il y a aussi, du côté des États, il y a toute la réglementation du secteur entrepreneurial et de la finance. Par exemple, on peut interdire les investissements dans certains secteurs. Donc, c'est une façon de verdir la finance. Mon opinion personnelle, c'est que les deux approches sont valables, mais le deuxième va plus loin parce qu'il y a un risque transformateur. Et il y a pas un risque, une possibilité de transformation. Merci, Diego, pour avoir démontré la différence là, entre le verdissement de la finance et de financer le verdissement. Donc, tu as parlé, tu as mentionné des indicateurs pour déterminer l'impact que les compagnies vont avoir sur la biodiversité. Donc, j'aimerais t'entendre, Alice. Bien, dans un premier temps, j'aimerais que tu m'expliques là, sur la conception que le monde de la finance a de la biodiversité, mais également, comme tu travailles avec la responsabilité sociale des entreprises, j'aimerais voir si on utilise des indicateurs de la biodiversité dans la finance, comment on peut soutenir les entreprises dans l'utilisation de ces indicateurs-là et quelles mesures devront être mises en place pour assurer une utilisation fiable et vérifiée de ces indicateurs. Dis donc, beaucoup de questions, la même question, mais je vais essayer de répondre. C'est dur aussi de passer après Diego, qui a des connaissances techniques bien plus poussées que moi. Juste pour préciser, nous, on est le regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, mais on ne travaille pas avec les entreprises. On regarde de près ce qu'elles font, les actions qu'elles posent sur le terrain et à travers plutôt le levier de l'investissement, on essaie de les pousser vers des pratiques plus responsables. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on parle des entreprises et de leurs pratiques, évidemment, c'est des acteurs qui sont très, très variés. Il y a tout type d'entreprises. On travaille essentiellement beaucoup à regarder ce que font les entreprises cotées en bourse, celles qui sont capital ouvert, qui sont ouvertes, pardon, parce que c'est celles aussi qui ont une obligation plus pressante, même une vraie obligation, de fournir des données auprès des investisseurs, auprès des parties prenantes et plus largement. Donc, ce sont les données finalement accessibles et on peut dire qu'il y a des efforts, il y a de plus en plus de pression pour que ces entreprises donnent des indicateurs de plus en plus précis, que ce soit au niveau environnemental, social et de gouvernance. Mais la question de la biodiversité, nous, on voit que c'est vraiment très naissant, même dans l'analyse de tous les rapports et de toutes les données qui sont produites. C'est de la part des entreprises, c'est encore assez inexistant. La compréhension
du fait qu'ils peuvent avoir un impact concret sur les grandes sur la biodiversité, pardon. Après, évidemment, il y a tout un ensemble, le reste des acteurs économiques qui sont des entreprises de taille moyenne ou petites entreprises, qui sont à capital fermé. On a moins d'informations sur ce qu'elles font. Et là, ce sont vraiment des boîtes noires parfois pour savoir à quel point le niveau de réflexion est au niveau des dirigeants, des gestionnaires, des cadres intermédiaires, à quel point il y a vraiment une réflexion qui est en train d'être développée sur l'impact environnemental ou sur la biodiversité plus précisément. J'ai peur de ne pas avoir répondu à toute la question. En fait, la première question, c'était d'expliquer la conception que le monde de la finance a de la biodiversité actuellement. C'est compliqué de répondre à cette question-là. En fait, je pense qu'on va y arriver graduellement au fur et à mesure de notre conversation. Mais ce qui est sûr, parce que quelque chose que j'aimerais peut-être établir, c'est qu'il y a un appel à un changement de paradigme plus général dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à la croissance. Et clairement, les conversations qui ont lieu en ce moment avec la biodiversité, c'est des questions, c'est des réponses qui sont de nature à des améliorations incrémentales, des rectificatifs, des externalités négatives, plutôt qu'une remise en cause complète des modèles de production et des modèles de fonctionnement. Donc, on pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, mais voilà, on reste dans quelque chose de très mainstream et peut-être dans une logique qui est à la base de la perte de la biodiversité qu'on subit aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ces précisions et désolée pour la petite erreur. Je vais poursuivre avec Andréane. Pouvez-vous nous démontrer de manière concrète comment la finance au niveau local ou international peut soutenir la préservation du vivant? OK. Je pourrais, il y a énormément d'exemples à donner, mais je vais parler de ceux que je connais le mieux. On se fait bombarder de chiffres ces jours-ci quand on est dans la COP, quand on va de panel en panel, mais un qui a retenu mon attention cette semaine, ça a été dit par quelqu'un de la Caisse des dépôts. Je ne me rappelle plus qui exactement, mais il a dit que l'agriculture menaçait 86% des espèces sur Terre. Parce que souvent, l'agriculture contribue à l'expansion sur des habitats. Donc, l'agriculture, c'est une activité commerciale qui est financée. Donc, on peut transformer ces investissements-là. Il y a du capital qui va dans l'agriculture, qu'on en parle ou pas dans le secteur. Dans la finance durable. Je suis vraiment fatiguée en passant. Ça fait 10 jours que je dors pas bien. Donc, oui. Donc, il y a des classes d'actifs qui existent déjà parce que souvent, on pense à créer, on parle de l'investissement d'impact, créer des fonds spéciaux, etc. C'est super important pour montrer ce qui est possible. Puis, je pense que ça doit financer la transition, mais souvent, on ne parle pas assez de tout ce qui est possible de faire transformer les classes d'actifs existantes, comme ce que je pense que vous travaillez là-dessus. Bref, pour revenir à des exemples concrets au niveau local, j'aimerais parler d'un exemple de mon ex-employeur, dont il y a des représentants dans la salle, c'est Urapi, Ecotierra et Urapi. Puis après, plus tard, peut-être j'aurai l'occasion d'expliquer le lien avec ce qu'on fait en ce moment à Colibri. Ecotierra et Urapi à travers leur expérience au fil de longues années à travailler avec des petits producteurs de café en Amérique du Sud, ont vu les besoins concrets des producteurs, ont vu la réalité de ces écosystèmes-là, la réalité économique, écologique, agronomique. Et puis, ensuite, on travaillé aussi dans l'importation de ces produits-là, on compris les réalités de la chaîne d'approvisionnement. On a ensuite travaillé pour des fonds d'investissement qui essayaient de développer des projets carbone dans ces communautés-là, ont compris ces mécanismes-là. Puis ensuite, on a passé des années à mettre toutes ces connaissances-là ensemble pour développer un véhicule d'investissement qui répondait vraiment concrètement aux besoins des petits producteurs et aussi à la restauration puis à la conservation des terres dans ces régions-là. Donc, mais tout ça, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps à développer. C'est un investissement énorme pour les entreprises. Et puis, je crois que, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs
qui sont prêts à mettre de l'argent en amont pour financer ça. Donc, ça, c'est un petit c'est un gap à couvrir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire reboiser des terres qui sont en monoculture, en système agroforestier. Souvent aussi, ces plantations-là, que ce soit café, cacao, huile de palme, etc., après un certain laps de temps, ça devient moins productif. Donc, qu'est-ce que les petits producteurs font? Souvent, l'option la plus facile, c'est de défricher plus. Alors, ce que Ecoterra et Rappi leur permettent de faire, c'est d'investir pour régénérer leur ferme en replantant graduellement. Donc, ça permet d'augmenter la productivité et d'éviter le défrichement à côté. Mais merci beaucoup pour l'exemple. Pour une non-initiée comme moi, c'est le fun un peu de voir comment la finance concrètement peut arriver à des solutions efficaces. Je vais poursuivre avec Dominique. Donc, il y a à peine une semaine, Biodiversité Québec, qui est un partenariat scientifique entre le Centre de la science de la biodiversité du Québec, l'Université de Sherbrooke, ainsi que le ministère de l'Environnement, des Changements climatiques et de la Faune et Parcs, le long ministère qu'on ne peut jamais prononcer, a lancé une plateforme scientifique permettant de suivre l'état général de la biodiversité. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur en quoi cette plateforme pourrait servir au monde de la finance. Oui, bien merci. Merci de l'invitation aujourd'hui. Personnellement, je me sens un petit peu en dehors de mon champ d'expertise. C'est tout nouveau pour moi d'être là-dedans et de participer à des discussions sur la finance. À la base, je suis un biologiste, je m'intéresse à la biodiversité, à essayer de la quantifier sous différentes formes. Puis ça m'a amené dans ce travail-là récemment dans le projet de Biodiversité Québec, puis à parler avec différents interlocuteurs, dont les finances. On démarre tout juste un projet pour essayer de développer des outils, des indicateurs qui vont permettre de prendre des décisions responsables et toute la plateforme informatique qui est nécessaire à l'organisation de ces données-là pour parvenir à faire le calcul par après. Alors, on a fait le lancement cette semaine officiellement de Biodiversité Québec. C'est un partenariat, tu l'as bien dit, là, qui vise à présenter de l'information sur la biodiversité. Et c'est là le cœur pour moi aujourd'hui. S'il y avait un message que j'ai à pousser et que vous devez retenir, je pense que de prendre des décisions éclairées à partir d'informations scientifiques crédibles, bien étayées, bien développées, ça va nous aider à aller plus loin. Tout à l'heure, on va parler de l'action citoyenne. Mais l'action citoyenne, lorsqu'elle est nourrie par des informations de qualité, ça l'aide. Alors, avoir accès à ces données-là, c'est un cheval de bataille important et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est ce qu'on essaie de rendre accessible. Dans cette organisation-là, on regroupe vraiment toutes sortes d'acteurs. Actuellement, on a mentionné que l'un des partenaires majeurs, c'était le secteur académique. L'autre partenaire majeur, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, blablabla. Au moins, maintenant, on a juste un ministère. Avant, on travaillait avec 2 ministères. On avait Faune et Parcs aussi au travers de tout ça. C'était encore plus compliqué, mais là, on en est rendu juste à un. Ça l'aide un petit peu. Mais il y a aussi d'autres acteurs de la société. Il y a d'un côté des ONG. Alors, on travaille avec Wildlife Conservation Society, par exemple. On essaie de définir, d'identifier pour le Québec les zones clés de la biodiversité. C'est de l'information qui est vraiment fondamentalement utile pour la prise de décision. Puis à l'autre opposé du spectre aussi, on a des industries. Et des industries qui n'ont pas toujours bonne réputation. Alors, on travaille entre autres avec les minières parce qu'ils ont quand même un programme de développement durable et puis on essaie de les nourrir puis de leur offrir de l'information. Alors, notre défi est là, c'est de trouver les bonnes métriques, les bonnes données à leur présenter pour qu'ils parviennent d'avoir une mesure de leur impact. Parce qu'en matière de biodiversité, c'est tout un défi d'arriver à cette mesure-là d'impact. Oui, évidemment. Puis, c'est vraiment un gros défi de déterminer quels indicateurs on va utiliser parce qu'en effet, s'il y en a beaucoup trop, les compagnies n'auront jamais le temps de faire le rapport de tous ces indicateurs. Donc, il faut en cibler. Donc, j'enchaînerai sur la prochaine question de savoir quel est le rôle et les obligations des différents acteurs de la gouvernance de la biodiversité dans le financement en vue d'atteindre les objectifs de la COP 15. Donc, juste pour vous, des pistes de réflexion, là, ça peut être le rôle des parties des pays développés, le rôle des pays en développement, le rôle des banques, des institutions financières, des entreprises privées et également des institutions d'enseignement. Donc, je vais commencer. On va mixer un petit peu. Alice, tu veux commencer? Je m'essaye. Une réflexion qu'on pousse beaucoup dans notre organisation et avec d'autres partenaires, c'est les pratiques d'investissement des détenteurs institutionnels.
Donc, clairement, les détenteurs institutionnels et tout type de détenteurs de type, par exemple, régime de retraite, fondation, ont à accélérer leur réflexion sur leurs impacts environnementaux et leur impact sociaux quant aux investissements et à la direction qu'ils donnent à leur argent, à leur investissement. On remarque que vraiment, il y a une réflexion qui est à différents niveaux. Il y a certains leaders institutionnels qui ont déjà développé des bonnes pratiques, de bonnes politiques, mais il y a beaucoup d'acteurs au Québec et au Canada qui accusent un retard. Donc clairement, du côté institutionnel, il faut développer une réflexivité, réfléchir à quels sont les critères qu'on utilise pour orienter l'investissement, quelles sont les exclusions, quels sont les projets, les entreprises qui méritent d'être soutenues avec le capital, avec l'argent public. Souvent, quand je dis argent public, ça veut dire, d'après moi, de la collectivité. Donc, oui, voilà, il y a déjà, je pourrais déjà répondre que par les détenteurs institutionnels, il y a un effort à fournir. Parfait. Donc, Andréane? Oui, pour rebondir là-dessus, je suis vraiment pas experte sur ce qui se passe dans les négociations, mais ce que j'entends de d'autres, c'est qu'en effet, le financement pour atteindre les objectifs que les parties vont se donner, c'est vraiment un enjeu clé, puis un enjeu qui mène les différents blocs à s'opposer un peu, puis qui ralentit un peu les débats. Avec raison, les pays en développement demandent des ressources, puis ils veulent que ça soit clair d'où vont venir les montants, etc. Puis que ça ne soit pas mélangé avec la finance qui s'en va pour lutter contre les changements climatiques. Et là, j'entends aussi beaucoup parler de la création d'un nouveau méga-fonds, un peu l'équivalent pour la biodiversité, comme pour ce qui est le Green Climate Fund pour la biodiversité. Ça inquiète beaucoup de personnes, malgré que l'argent en soi et ces mécanismes-là soient nécessaires. Le format puis comment c'est déboursé, ça inquiète beaucoup de gens parce que le Green Climate Fund n'a pas vraiment été efficace. Et puis ça, je pourrais en parler longtemps avec tous les problèmes liés à ces sommes astronomiques-là qui, en fait, ont vraiment du mal à arriver sur le terrain. Donc, moi, chez Colibri, on travaille à essayer de débloquer les investissements publics et privés vers des activités qu'on appelle positives pour la nature, je pense, positives pour la conservation de la biodiversité et les solutions naturelles au climat. Et on a passé nos premiers mois d'existence à interviewer des gestionnaires de fonds qui travaillent dans le domaine, qui essayent de déployer des fonds en agriculture durable, dans la conservation des forêts, projets de conservation et restauration. Et aussi les co-investisseurs qu'on veut débloquer, les investisseurs qui disent qu'ils veulent y aller, qui veulent mettre l'argent, mais qui ne vont pas dans les conditions existantes. Puis ce qu'on nous a dit, ce qu'on a diagnostiqué en quelque sorte, c'est que souvent, il y a une grande perception de risque. Les investisseurs perçoivent une panoplie de risques, que ce soit les risques de réglementation, les risques tous liés les risques politiques, les risques de chaîne d'approvisionnement, etc., etc., etc. Et puis, il y a un certain rôle pour des fonds publics pour aider à pallier ce risque-là, puis débloquer l'argent privé vers ces activités-là. Quand on parle d'utilisation des terres, on doit aussi parler de capital patient. Puis, malheureusement, les investisseurs traditionnels veulent souvent des retours très rapides sur leur investissement. Mais quand on parle de forêt, d'agroforesterie, si on fait bien les choses, si on choisit bien les espèces, etc., c'est des cycles financiers vraiment plus longs. Donc, on parle de 12, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, énormément d'investisseurs disent « Ah, c'est intéressant, mais non, merci, je ne veux pas mettre mon argent de côté pour aussi longtemps. » Donc, il faut développer des solutions de liquidité, puis il y en a des solutions.
Je vais m'arrêter là pour l'instant. Super, merci. Super intéressant comme réponse. Puis c'est vrai que c'est le nerf de la guerre entre les pays développés et les pays en développement de savoir comment vous allez les financer et d'où provient l'argent et comment. Surtout, là, tu parlais du fonds, dans le fonds mondial pour la biodiversité. Donc, c'est à voir dans les prochains jours comment ça va se dénouer. Est-ce que ça va être un fonds? Est-ce que ça va être une autre manière de financer? Juste pour rajouter, peut-être que vous avez le dernier chiffre en date, mais quand je suis partie des négociations hier ou avant-hier, le degré de financement attendu, je pense que c'était 1000 milliards par an, quelque chose comme ça, ou l'équivalent de 1% du PIB. Est-ce que... Le chiffre qui est le plus avancé dans les médias, c'est 700 milliards d'ici 2030. Donc, ça fait une moyenne de 100 milliards par année. C'est ça, OK. Bon, parfait. Parfait, je vais poursuivre avec la réponse de Dominique par rapport aux institutions d'enseignement. C'est quoi leur rôle à jouer pour l'atteinte des cibles? Bien, pour l'atteinte des cibles de la CBD puis du cadre qui est en train d'être discuté, il va y avoir tout un processus qui va être mettre en place pour faire un suivi puis mesurer la performance. Est-ce qu'on atteint ces cibles-là ou non? Et juste ce suivi-là, en tant que tel, est très dispendieux à réaliser. Pour prendre l'exemple qui nous concerne, là, ici, on le fait pour le Québec, on a mis notre programme en place. Et notre exemple soulève bien à qui revient la charge, ou en tout cas, du moins, il soulève bien la question d'à qui revient la charge financière de ce programme-là. Actuellement, on est financé par, on a fait un pot. On a mis les intérêts de tous les différents partenaires qui sont impliqués dans le projet. Et avec ça, on a rajouté aussi des contributions des organismes de recherche, principalement au fédéral, mais un petit peu aussi au provincial. Ce n'est pas une situation qui est soutenable à long terme. Là. On ne souhaite pas que le suivi de la biodiversité dans un cadre mondial pour la biodiversité soit soutenu par la recherche. Ce n'est pas le milieu de la recherche qui a d'affaires à payer pour ça. C'est vraiment un problème d'intérêt public dans ce cas-là. Est-ce que ça revient nécessairement au gouvernement à travers le monde aussi de faire ce suivi-là puis d'être en charge pleinement de ce suivi-là? Je ne crois pas non plus. Il y a une responsabilité partagée. Mais là, actuellement, quand on en parle, il n'y a pas de mécanisme pour y arriver. C'est en cours de discussion. Ça fait partie des négociations qui ont lieu en ce moment. Il y a des organisations comme Géobonne, dont le secrétariat est ici à Montréal, qui œuvrent à essayer de trouver des mécanismes pour le financement du suivi de la biodiversité puis des objectifs du cadre. Mais on est loin de la coupe aux lèvres. Merci. Donc, Diego. Moi, je ne suis pas un expert en mécanisme de financement international, mais je voudrais attirer notre attention sur en fait la meilleure façon, probablement la plus rapide de financer la protection de la biodiversité, c'est d'arrêter de financer sa destruction. En ce moment, selon des données de l'OCDE, c'est 2019, ça s'est arrêté avant la pandémie, mais si on combine là, des dépenses publiques nationales de 205 pays au monde, des dépenses publiques internationales et les dépenses privées, fondations philanthropiques qui financent la protection ailleurs, la conservation ailleurs, on arrivait grosso modo quelque part entre 78 et 91 milliards de dollars par année. Là, on demande 100 milliards par année. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, en ce moment, les pouvoirs publics, en subvention à des activités minières, forestières, pétrolières, etc., consacrent 500 milliards de dollars américains par année. Donc, le problème, ce n'est pas seulement de financer la protection, mais c'est d'arrêter de financer la destruction. Donc, il y a beaucoup de subventions à des activités extractives, destructives qui doivent disparaître et peut-être ce même montant être investi, j'aime le terme, d'une façon nature positive. Je sais que ça ne fait pas unanimité, mais dans un contexte de rediriger les flux d'argent, peut-être que ça fait plus de sens. Et aussi, je pense qu'une autre façon de rediriger les financements, c'est de faire en sorte que, via les indicateurs qu'on développe, les exigences des normes, un indicateur, à un moment, ça peut être volontaire, mais à un moment, ça peut devenir obligatoire aussi. Donc, il y a des organismes de normalisation, il y a des organismes de réglementation qui peuvent prendre des indicateurs et à un moment les arranger d'une façon à dire mais c'est une condition pour accéder à un marché
ou c'est une condition pour exister, pour mettre un produit en marché. Parfois, les normes ICO s'appliquent surtout, disons, pour une question d'appréciation de la qualité à l'intérieur d'un marché national, mais parfois, ça peut être une entrave à l'accès à un marché international parce qu'un pays peut exiger que la norme ISO, peu importe le nom, soit dans tel produit, sinon, ce produit-là, il n'y a pas accès à notre marché. Et de la même manière, par exemple, l'International Sustainability Standard Board, qui vient d'établir un bureau satellite à Montréal et qui développe des normes comptables, peut exiger qu'il y a certains critères de durabilité et d'impact sur la biodiversité qui soient exigés de l'ensemble des investisseurs. Et ça c'est très utile parce qu'à un moment, si on ne se conforme pas, on fait augmenter les taux d'emprunt. Donc, l'effet d'aller accéder à des capitaux pour des nouvelles initiatives, des compagnies qui sont destructrices ou même pour des projets qui existent déjà, mais les coûts d'emprunt augmentent, puis la qualité du capital diminue. Donc, si on veut avoir accès, par exemple, à des capitals de risque qui est fourni à un taux d'intérêt plus bas par Investissement Québec, Fonds d'action, la Caisse de placement, etc., il va falloir se conformer à des règles et à des standards. Et ça, c'est bon. Parce qu'à un moment, détruire la nature va coûter de plus en plus cher, puis on va avoir de la difficulté même à financer les débuts d'un projet destructeur. C'est vraiment fou de constater la quantité d'argent actuellement qui n'est pas utilisée à bon escient dans cette crise de la biodiversité. Andréane, tu voulais rebondir un peu sur les propos de Diego? Ouais. Oui, puis quelque chose qui m'a interpellée, c'est que l'ISSB a annoncé hier, je crois, que ce qu'ils allaient utiliser comme cadre, disons, pour évaluer les entreprises, c'est qu'il fallait que les entreprises soient régénératrices. Donc, régénératrices pour l'économie, mais aussi pour les humains et la nature. Donc, ils vont partir de là, selon ma compréhension, pour établir les critères d'évaluation et les standards, si j'ai bien compris. Donc, ça, je trouvais ça intéressant comme cadre. Donc, on ne parle plus juste de plus faire du mal, on parle de la contribution active à régénérer les ressources. Ensuite, quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est que j'ai beaucoup entendu parler au cours des derniers jours du besoin de professionnalisation du domaine, qu'il y a un manque de ressources humaines pour toutes les organisations qui veulent en faire plus. Donc, que ce soit autant les investisseurs institutionnels qui n'ont pas, par exemple, l'expertise pour monitorer la biodiversité ou autant que pour les développeurs de projets sur le terrain qui ont la difficulté. Donc, je pense qu'il faut aussi tant peut-être les institutions d'enseignement, mais aussi les entreprises même il doit avoir une certaine transition professionnelle. Puis aussi pour ajouter sur le point des subventions, absolument, je suis 100% d'accord. Il y a plein de moyens que les gouvernements peuvent utiliser pour rediriger la finance vers tout ce qui est nature positive, comme rediriger les subventions, mais aussi des réformes fiscales, par exemple. Merci. Alice? Oui, moi aussi, j'aurais voulu réagir. J'avais plusieurs points en tête. Le premier, peut-être, c'est un peu une inquiétude que j'ai eue depuis le début de la COP sur le projecteur qui a été mis sur l'importance du disclosure, donc de mettre à disposition des données de meilleure qualité, plus nombreuses, mieux représentatives de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est un argument réel, on manque de données. Mais ça ne va pas être la solution à toute chose. L'enjeu de la qualité de la transparence, c'est une partie du problème, mais quid aussi a posteriori de la vérification aussi de ces données et peut-être par des instances plus indépendantes, autonomes et potentiellement aussi de la sanction des entreprises qui seraient des mauvais joueurs. Là, je pense qu'il y a comme des carences de notre système à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment sanctionner les entreprises. Et je ne parle pas d'une sanction, d'un correctif par le marché, je parle vraiment peut-être plus de sanctions peut-être légales ou institutionnelles. Aussi, la question d'avoir des bonnes données, oui, mais regarde, si on prend un pas de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé un peu avec les enjeux de décarbonation, ça fait longtemps qu'on parle quand même du carbone. Nos données se sont améliorées pour savoir le bilan carbone des différentes organisations, des grandes entreprises. Pour autant, est-ce que les GES ont diminué ?
pas forcément. On n'a pas une corrélation idéale entre ces deux réalités. Donc, il se peut qu'on arrive à être de plus en plus fin et de plus en plus granulaire sur les données qu'on obtient. Pour autant, c'est pas sûr qu'on aura un correctif idéal de la part des investisseurs, des actionnaires, du public qui va s'exprimer, on va dire, par le marché. Je suis absolument d'accord. J'ai vu beaucoup d'entreprises cette semaine ou de coalitions d'entreprises un peu se cacher derrière ce besoin pour plus de données. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites dès maintenant. Puis si on attend d'avoir toutes les données parfaites, ben, il sera trop tard. Ouais. Ben, c'est le fun qu'on apporte ça parce qu'on avait la même réflexion dans le panel hier sur la protection et la restauration. C'était clairement mentionné que les données étaient peut-être insuffisantes encore, mais qu'il faut se permettre de faire des erreurs puis d'avancer parce que sinon, on ne travaillera jamais et il sera trop tard. Donc, j'enchaînerai sur la prochaine question. Je vais la combiner, donc je vais vous entendre. J'aimerais bien savoir quels sont les mécanismes et les leviers d'action de la société civile pour favoriser le développement d'une finance en phase avec la conservation de la nature et quels sont ces moyens d'action pour s'assurer que les acteurs de la finance et les gouvernements adoptent une finance en phase. Donc, puis j'aimerais voir aussi à l'inverse quelles sont les limites et les freins au développement d'une finance en phase avec la conservation de la nature. Je vais encore alterner l'ordre, donc je vais commencer avec Dominique. Oui, bien merci. Comme je le disais tout à l'heure, un des leviers pour lequel je suis convaincu, c'est l'accès à l'information pour tout le monde de façon libre, transparente, égale, de sorte qu'on a accès aux mêmes bases pour monter un argument puis donner des contrepoids quand il y a des projets qui sont réalisés. À titre d'exemple, quand sont réalisées des études d'impact, quand il y a des audiences publiques, mais que les promoteurs de projets aient accès aux mêmes informations que les opposants au projet, ça va aider énormément à avoir un meilleur rapport de force. Alors, c'est pour ça qu'on s'est investi, entre autres, à essayer de développer ce portail-là pour rendre accessible toutes sortes d'informations sur la biodiversité. Parce qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que cette information-là est souvent difficilement accessible, elle est morcelée, fragmentée, et dans certains cas, ça prend aussi de l'expertise pour y accéder. Alors, pour les citoyens ou pour les petites organisations qui n'ont pas accès à des spécialistes, bien, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher la donnée qui est nécessaire à monter un argumentaire, monter une opposition qui est plus structurée. Juste pour donner un exemple, en ce moment, on travaille à établir pour le Québec, à essayer de trouver, je le disais tout à l'heure, les zones clés pour la biodiversité. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui avaient entendu parler des KBA, là. C'est des zones qui sont délimitées parce qu'elles supportent des éléments importants, souvent des espèces menacées ou des espèces endémiques. Alors, au Québec, on a déjà un centre de données sur le patrimoine naturel qui permet d'avoir des occurrences pour les espèces menacées qui sont utilisées, entre autres, lors des études d'impact. Mais ces données-là sont difficiles d'accès. C'est depuis cette année seulement qu'il y a un portail ouvert qui est offert par le gouvernement et qui permet à tout le monde d'avoir une idée d'où se trouvent ces espèces-là. Alors maintenant, on peut naviguer, c'est déjà un début. Mais les KBA en rajoutent une couche. Ce n'est pas une aire protégée, une KBA. Il faut faire bien la distinction. C'est vraiment juste une information qui est destinée à aider à la prise de décision. Mais c'est un standard international. On parlait de standard tout à l'heure. Les KBA, le standard a été établi par l'IUCN à travers le monde. Alors, c'est le même protocole partout à travers le monde pour identifier ces zones-là. Et on sait que lorsqu'elles sont présentes sur un territoire, s'il y a un projet qui a un impact à un endroit où se trouve une KBA, bien là, c'est une pièce d'information qu'on n'avait pas avant et qui est beaucoup plus facilement accessible, beaucoup plus facilement interprétable que seulement un portail pour les données sur les espèces menacées du Québec. Alors, c'est un exemple parmi d'autres qui soulève le point qu'avec plus d'informations, on a quand même beaucoup plus de moyens pour essayer d'avoir des projets qui sont soutenables. Oui, pour faire un peu le parallèle aussi avec la présentation d'hier, on parlait des KBA. Il y avait quelqu'un de la Wildlife Conservation Society qui était à travailler sur les KBA. Puis, Nature Québec là, travaille aussi sur les ICO, qui est les zones d'importance pour la conservation des oiseaux, qui, pour la plupart, vont être transformées en KBA. Puis, c'est vraiment très, très difficile d'aller chercher les informations des différentes ICO. Donc, c'est un travail de longue haleine, les ministères, les organismes qui vont travailler en silo. Donc,
je pense que c'est super intéressant d'avoir un Oui, portail qui permet de tout rassembler, là. Et les KBA, ça semble être un standard qui était relativement simple. Puis au départ, on y est allé naïvement. On s'est dit, on va prendre les données du CDPNQ, puis on va tout transformer ça tout de suite en KBA, puis ça va aller vite. Puis ça va être facile, on va avoir nos KBA pour le Québec. Puis c'est avéré que non, il fallait un travail d'analyste puis de biologiste spécialisé avec des consultations d'experts pour déterminer chacune des KBA. Et ça, ce n'est pas à l'accès du citoyen. On ne peut pas refaire ce travail-là une personne à la fois quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour un territoire qui est menacé par un projet quelconque. Alors, de le rendre accessible sous forme de ce standard-là auquel il y a une crédibilité certaine parce qu'il y a des experts qui sont attaqués. Puis en plus de ça, il y a une norme internationale qui est utilisée. C'est une information de qualité qui va vraiment aider à la prise de décision. Parfait, merci. Je vais enchaîner avec Alice. Redis-moi la question. Les mécanismes et les leviers d'action pour s'assurer d'une finance en phase avec la biodiversité et également les freins et les limites. Rapidement, il faut que la société civile aussi, de façon générale, comment dirais-je, gagne en connaissance, en littératie sur les enjeux financiers et sur les questions à poser, que ce soit à son gestionnaire d'actifs, à son conseiller financier. Il faut qu'il y ait comme une vague, une énergie qui se mette en place pour savoir qu'est-ce qui se passe avec votre argent, qu'est-ce que vous êtes en train de subventionner malgré vous. Et à l'heure actuelle, les intermédiaires financiers n'ont pas toujours les réponses. Ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui se passe des pratiques terrain en bout de ligne. Mais si on est assez nombreux pour poser la question à répétition, à un moment, ils vont devoir trouver les réponses et on va pouvoir évaluer aussi et poser des gestes plus responsables d'un point de vue financier. Ça, c'est une théorie du changement. J'y crois. Je pense qu'il faut qu'on prenne cette bonne habitude. J'irais dans un autre élément aussi très important pour moi, c'est l'encadrement juridique et légal. Au Canada, il n'y a pas de cadre de diligence raisonnable, il n'y a pas de devoir de vigilance, ou de principe de précaution vraiment établi pour pouvoir éviter de détruire, par exemple, une zone qui aurait une grande valeur en biodiversité. Et je pense que l'absence de sanctions légales suffisamment fortes et abouties, c'est comme un manque d'éléments dissuasifs. Il faudrait qu'on ait quand même peur de la sanction juridique. Voilà, je m'arrêterai là peut-être. Parfait. Diego? Je vais aller sur un terrain complètement différent. Je reconnais tout à fait la pertinence des données de la littératie scientifique, autant chez les épargnants, chez les cotisants, etc., que chez les gens qui travaillent dans les institutions financières. Si tout le monde avait les niveaux de curiosité ou d'instruction qu'on a ici dans la salle, puis que tout le monde agissait en conséquence, on pourrait dormir sur nos deux oreilles, le monde serait sauvé. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens, mais même par nous qui lisons tout le temps sur ce type de texte-là, on a aussi des gestes individuels qui peuvent être incohérents. Donc, l'information, elle doit être libre, disponible, gratuite. Et c'est important d'insister sur ce point-là parce qu'en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de services et indicateurs d'impact sur la biodiversité qui se développent par des firmes privées, sont extrêmement coûteux. Je ne dis pas que les institutions financières n'ont pas les moyens de le faire, mais ce n'est peut-être pas la meilleure approche. Mais pour que la société civile puisse participer à un processus comme ça et exiger des changements de la part des institutions financières et des compagnies en général, je pense qu'il faut un engagement sentimental, un engagement au niveau des émotions. Et je pense qu'on est déconnecté. On a entendu ça avec toutes les sources là, pendant les dernières années. Cette connexion-là, elle subsiste. Elle subsiste de notre côté, puis elle subsiste du côté des gens qui sont à l'intérieur des institutions financières aussi. Donc, moi, je prends même pas une connexion émotionnelle, je prends une dépendance émotionnelle à la nature. Et je pense qu'au moment où on aura établi ces liens-là, et je ne dis pas que j'ai la solution magique pour ça, mais je pense qu'il y a des pistes de solutions qui ont été avancées, même dans les négociations, sur le fait d'avoir une nature de proximité, etc. Mais probablement, on va devenir beaucoup plus exigeant envers les choses que nous consommons et les endroits où on met notre argent. Je vais vous donner juste un exemple. Presque tout le monde qui a des enfants au Québec et au Canada achète un plan qui s'appelle les Canadian Scholarship, etc. C'est des plans d'épargne pour quand les enfants iront un jour à l'université.
l'image d'un enfant évoque forcément le futur. Puis si on met au monde un enfant puis qu'on l'élève, on espère que le monde sera encore habitable dans l'avenir. Quand vous regardez de près les rapports d'investissement, de rendement que vous recevez une fois par année, si vous passez à travers la liste d'investissement des fonds qui épargnent pour vos enfants, vous trouvez des compagnies pétrolières, des compagnies minières et des compagnies d'armement. Okay? Moi, je prends un engagement émotionnel qui nous pousse jusqu'à lire dans quoi on met notre argent, parce que personne n'a envie de lire, parce que personne ne se sent concerné par la façon dont l'argent de nos enfants est investi. Peut-être qu'un engagement émotionnel nous pousserait même jusqu'à ce niveau de réflexion-là et à devenir beaucoup plus exigeant, puis à dire « je ne mets plus mon argent là ». Si c'est pour investir dans la destruction, c'est contradictoire avec le but même de l'épargne. Donc, je pense aussi que dans cet effort de communication et de reconnexion sentimentale, c'est un effort de communication très complexe. Les espèces emblématiques jouent un rôle positif. Je sais que parfois on est fatigué de voir des caribous, l'ours polaire, etc. Mais ils nous ont rendu beaucoup de services, plus que des espèces qui sont moins emblématiques. Et les paysages emblématiques aussi nous ont rendu beaucoup de services. Ce sont des espèces et des paysages parapluies pour des écosystèmes entiers avec des noms et des espèces très techniques, invisibles, qui sont parfois même dans les sols, des processus biologiques au niveau microscopique, mais parfois les espèces emblématiques nous permettent de communiquer un sentiment d'attachement très vite qui nous permet de conserver et la rainette faugrillon et l'intégrité des services invisibles qui se passent dans un milieu humide. J'aurais juste voulu un peu réagir avec ça sur l'aspect, la connexion émotionnelle et aussi peut-être repréciser pourquoi je vous parlais tout à l'heure de principe de précaution et ça va me permettre d'évoquer la question de la donnée. Juste faire un lien avec les parties prenantes ou parfois les personnes qui sont dans d'autres espaces qui ne soient pas celui du Québec, qui sont ailleurs. J'avais une conversation avec un ami jésuite qui est spécialiste des minières congolaises et qui m'expliquait que parfois la question de la donnée et des analyses, c'est comme une impasse. C'est-à-dire qu'il évoquait le cas de sa communauté qui avait de l'eau propre, une biodiversité florissante avant l'arrivée de la minière. La minière arrive et là, l'eau est orange et les poissons flottent. Il va voir le spécialiste, les personnes représentant l'entreprise sur place. Je leur dis, écoutez, clairement, il y a une contamination des sols et de l'eau. Et à ça, les représentants de la minière lui disent, montrez-moi les données. Avez-vous les études qui démontrent que la contamination est en lien direct, avec une corrélation claire et directe avec les activités de la minière. Donc, le nerf de la guerre de la donnée, il est réel. Pour autant, c'est dommage quand c'est utilisé pour se défausser ou quand on sait qu'il n'y a pas une capacité mondiale de la produire non plus. Donc, voilà, le principe de précaution permettrait de se dire s'il y a quelque chose qui arrive aussi dans la nature qui n'existait pas en amont avant l'activité industrielle ou s'il y a le moindre risque, en fait, on s'arrête, on réfléchit et on agit en bonne conscience avec un peu plus de connexion à la nature. Je voulais juste rajouter une petite phrase que j'adore, là, mais il fallait que je m'en note pour ne pas me mêler. Mais ça me fait penser, en fait, quand il parle des espèces emblématiques, moi, j'aime beaucoup la phrase qui est on aime ce qu'on connaît, puis on veut protéger ce qu'on aime. Fait que c'est vraiment important de faire connaître la nature parce que c'est comme ça qu'il va y avoir un sentiment de c'est sûr que je veux protéger ça, je vais là pour faire mes activités, c'est beau. Fait que ça me faisait penser à ça avec les espèces emblématiques un peu. Andréane? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense que c'est évident pour la majorité d'entre vous, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer son pouvoir en tant que consommateur de produits financiers. De petites mini-anecdotes, mais moi, il y a 5-6 ans, j'ai demandé à celui qui me conseillait pour mes REER s'il y avait un produit durable à offrir. Puis j'étais la première de ses clientes à lui demander. Donc, on est étonnés parce qu'on parle souvent à des gens qui pensent un peu comme nous, mais comme tu dis, si tout le monde avait le même niveau de conscience, de curiosité, on n'en serait peut-être pas là. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Puis aussi, l'association professionnelle de mon conjoint qui est dans un domaine artistique, puis souvent on assume que ces associations professionnelles-là sont
je sais pas, plus à l'affût de la durabilité, etc. Leur fonds de pension aussi n'avaient aucun critère de durabilité. Donc, parfois, il faut juste poser les questions aux personnes. Merci pour cet ajout. Je passerai à la prochaine question. Je vais essayer quelque chose. En fait, la question est dans votre document, donc je n'improvise pas trop. Mais on en a parlé tantôt. On parlait des mécanismes, comment financer la biodiversité dans le cadre de ce cadre mondial-là. J'aimerais vous entendre un peu sur, est-ce que vous avez des solutions, vous, pour comment qu'on devrait mettre en place ces mécanismes-là? Est-ce que le fonds, on ne semblait pas trop sûr que le fonds, c'était une bonne idée parce que ça n'avait pas marché avec le fonds sur le climat? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur comment devrait être mis en application ce financement-là tant important? C'est une question lancée ouverte. Là. J'avais mis Diego et Dominique, mais amusez-vous. Ben, sinon, on va passer à une prochaine question s'il n'y a personne qui a de solution. C'est complètement dehors de mon champ d'expertise. Juste préciser, une conversation de couloir avec un représentant de l'Union européenne, je lui demandais où était le nerf de la guerre avec la question du fonds et pourquoi le représentant de l'Union européenne s'opposait à la création d'un nouveau fonds. Et il m'expliquait qu'en fait, ça avait pris presque 5 ans, la création du fonds pour le climat, et qu'en gros, si on se lançait dans un nouveau fonds, ça allait encore prendre énormément de temps juridique et autres, alors que réutiliser le véhicule préexistant, ça ferait gagner du temps. Bon, il y a des pour et des contre, mais bon, au-delà de ça, ouais. Oui, puis le 5 ans, c'est juste pour la création du fonds. Ensuite, il faut que l'argent aille vers les projets. J'ai parlé à plusieurs organisations qui ont appliqué à ce fonds. On parle d'un minimum de 2 ans avant d'avoir l'argent dans son compte. Si tout va bien, il faut obtenir des lettres. Il y a des institutions financières à qui j'ai parlé qui sont en train d'appliquer pour créer un fonds d'1 milliard pour l'adaptation au changement climatique. Il y a quelqu'un qui a été sur un avion pendant 1 an, allant de pays à pays pour obtenir les lettres de non-objection des gouvernements touchés. Donc, il faut rendre ce processus-là le moins bureaucratique possible parce que la crise, il nous reste une dizaine d'années pour réduire les émissions de moitié et pour conserver la nature. Fonds ou pas de fonds, c'est ce qu'il faut, c'est un mécanisme de contrôle que l'argent s'est rendu au projet. C'est peut-être très compliqué de passer par un fonds, étant donné que ça prend beaucoup de temps pour les créer. Le problème des contributions qui sont versées pas via un fonds de contribution nationale, c'est que parfois on s'engage sur des montants mirobolants autour de COP, et après les paiements ne sont pas effectués. Et on l'a vu avec la finance climatique, il y a vraiment des pays en retard, puis le Canada, à un certain moment, il était en retard aussi. Donc, c'est ce que j'espère que cette COP va accoucher outre les bons montants. Et il y a des responsabilités historiques dans la destruction de la nature, le processus colonial en Afrique et en Amérique latine, et dans le sud de l'Asie, dans les grandes forêts tropicales, il y est pour beaucoup. Hein. Il y a installé une logique extractiviste, puis les compagnies sont présentes sur le terrain en grand nombre en ce moment. Et les produits qui sont exportés depuis ces forêts-là finissent majoritairement dans les pays du Nord. Donc, il y a une responsabilité historique qui doit se traduire dans une responsabilité financière. Donc, fonds ou pas de fonds, la question c'est que les montants soient à la hauteur de ce qui est nécessaire pour arrêter la destruction de ces espaces clés et qu'il y ait un mécanisme de reddition de comptes et éventuellement un mécanisme punitif en cas de non-conformité. Je serais quand même curieux d'avoir juste votre avis sur ce qui est en train de se discuter en ce moment, cette semaine. Si on prend juste un exemple qui est plus près de chez nous, on a le Fonds vert, avec tous les noms qu'il y a eu depuis, là, qui a été créé, dont l'administration est beaucoup plus simple. On ne parle pas d'une négociation puis d'une entente internationale pour de la partage d'argent puis de la contribution de pays développés à des pays en développement. Là. C'est beaucoup plus facile comme mécanique juste pour la mise en place du Fonds vert. Puis ça a été fait vite, puis il y a beaucoup d'argent dedans. Mais de toute évidence, la façon dont cet argent-là est dépensé n'est pas très efficace. Alors, même pour une situation qui est très simple à gérer, les résultats sont débattus, sont discutés, puis il y a à peu près unanimité que ça ne marche pas comme ça devrait. Alors, est-ce qu'on n'est pas naïf de penser qu'on va réussir à l'accomplir à l'international avec toutes les complexités que ça amène, les différences culturelles, les défis d'échanger de l'argent, le suivi, la corruption qu'il peut y avoir dans certains pays et ainsi de suite. Là.
Est-ce que vous avez... Probablement oui, mais est-ce qu'on serait mieux de ne pas essayer? Non, pas du tout. Mon point n'était pas là, mais c'est juste que c'est un défi qui était immense. C'est un défi énorme. Puis on le voit avec les fonds de compensation pour la destruction des milieux hydriques et humides. Il y a plus de 80 millions de dollars qui dorment dans un tiroir. On ne sait pas où faire la restauration. Puis quand on l'a fait, ça ne marche pas. Désolée, ta question va rester Oui, relativement elle va sans rester- réponse. Mais peut-être que quelqu'un pourra intervenir dans la salle tout à l'heure pour poursuivre là-dessus. Là. Je suis juste inquiet. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Personnellement, c'est hors de ma portée, mais je le vois en tant que citoyen, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à s'organiser ici. Et puis là, ben, le défi est encore plus grand à l'international. Je suis inquiet. C'est pour ça qu'une partie de la solution va quand même être dans le fait de s'abstenir, de détruire encore plus. Le temps que l'argent ruisselle ou sur le terrain, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, un changement de paradigme, ou s'abstenir de développer des nouveaux projets qui heurtent la biodiversité. Absolument. Je sens que tu voulais dire de quoi, là. Oui, je rejoins Diego en pensant que si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc, et puis qu'il y a beaucoup de pays, de localités, municipalités qui n'ont pas nécessairement les ressources en ce moment. Donc, il faut qu'il y ait un certain transfert de ressources. Mais bon, moi aussi, je suis un peu découragée parfois par les processus publics, que ce soit internationaux, fédéraux, provinciaux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas mettre de côté les solutions du secteur privé. Je crois qu'il faut essayer de développer des modèles avec de l'argent privé qui peuvent fonctionner et générer les impacts qu'on peut voir. Il faut essayer, en fait, il faut qu'on essaye tout en ce moment, puis ensuite qu'on redirige l'argent vers ce qui marche le mieux. C'est un petit peu pessimiste en ce moment. On va essayer de retourner vers les solutions. Mais en fait, moi, je me questionne. Est-ce que, dans le fond, on parle de mesures restrictives, de mesures incitatives? Est-ce qu'on donne des subventions aux compagnies qui vont faire vraiment la bonne chose? Est-ce qu'on arrête les incitatifs? Bon, je me demande, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de récompenser les bons joueurs ou de restreindre les mauvais joueurs ou bien les deux? Donc, comment vous voyez ça, là? Diego qui a l'air estomaqué de ma question. Non, mais c'est une bonne question, mais tu peux faire les deux. Par exemple, il y a certains processus où tu tournes dans la logique de financer les verts et verdir la finance en même temps. Par exemple, une mesure d'écofiscalité ou une subvention directe, je ne sais pas, du programme Agri-Climat pour l'élargissement des bandes riveraines. Juste pour donner un exemple qu'on peut voir ici au Québec. Tu es en train de provoquer un changement de pratique dans une compagnie agricole. Tu es en train de financer la biodiversité ou la conservation, une bande riveraine de 15 mètres à forester. Ben, écoute, à un moment, ça devient un espace naturel qui aide même à la connectivité, à la filtration des eaux vers les systèmes de bassin-versant, etc. Et en même temps, tu es en train de dérisquer l'ensemble de l'activité agricole parce que tu as des paysages agricoles qui sont en meilleure santé et donc qui sont plus résilients peut-être au changement climatique, aux espèces envahissantes ou avec des meilleurs niveaux de pollinisation, etc. Donc, ça va dans les deux sens. On peut faire les deux en même temps. Et l'écofiscalité, par exemple, c'est un principe qui revient très, très en force en ce moment dans la scène politique au Québec, permet de créer, en fait, il a été conçu pour créer des changements de comportement, pas pour renflouer les coffres de l'État, mais ça permet de créer des systèmes de bonus-malus, par exemple, dans lesquels tu vas prélever un montant ou appliquer une taxe sur un mauvais comportement, mais pour récompenser un meilleur comportement. Donc, à terme, si c'est bien conçu, ça peut provoquer un changement de comportement dans la bonne direction jusqu'à ce qu'il fait disparaître une activité ou un comportement nuisible. Donc, je pense qu'on peut faire les deux à la fois. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Moi aussi, je pense qu'il faut faire les deux à la fois. Peut-être
une des choses qui m'encourage ces journées, que tu trouvais qu'on était devenu trop négatif, c'est la nouvelle législation. Tu sais, aux États-Unis, je pense que c'est le Inflation Reduction Act qui pourrait débloquer des milliards vers l'action pour les changements climatiques. Mais je pense que ça, c'est intéressant parce que comment ils l'ont présenté, c'est que ce n'est pas une loi ou un budget environnemental, mais c'est un économique pour stimuler l'économie, réduire l'inflation, mais je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais on parle de vraiment stimuler des milliards dans les secteurs énergie renouvelable, infrastructures vertes, création d'emplois dans ces milieux-là, etc. Donc, ça, je pense que c'est un bon exemple. Pour compléter, je pense que ça dépend aussi où on se situe, si on se situe au Québec dans une conversation un peu plus locale ou si on se situe dans des relations avec les pays du Sud, évidemment. Si on prend une lecture un peu plus de surplomb, il faut absolument restreindre et contraindre beaucoup plus. Et là, j'en reviens encore à l'arme juridique ou à l'arme légale. En ce moment, on se parle et vous devez savoir que Total Energy, qui est une grande entreprise française, est devant les tribunaux en France parce que des ONG essaient de bloquer l'énorme projet de l'éoduc en Tanzanie et en Ouganda, qui produirait par an plus de GES que, je crois, la Tanzanie plus de GS annuellement que juste la Tanzanie ou que l'Ouganda. Bon, bref, sans des mécanismes vraiment plus contraignants qui stoppent, eh ben, c'est la porte ouverte à des abus qui sont massifs en termes de conséquences globales. Donc, et un dernier petit point aussi par rapport à restreindre, je suis inquiète par rapport à le marché a une telle force, une telle propension à s'approprier la propriété publique. Alors, d'une part, on a certaines personnes qui en appellent à la décroissance au commun, et à l'inverse, on voit que le marché commence à s'intéresser à la biodiversité comme un capital en tant que tel. Moi, j'ai peur d'une privatisation croissante des terres à l'échelle mondiale, et pour ça, je pense qu'il va falloir aussi mettre vraiment des mécanismes pour protéger des espaces qui seront des terres communes, des terres pour les prochaines générations et qui ne sont pas des terres privatisables. Parce qu'il va y avoir des enjeux avec le bilan carbone, tout ça. Bon, je m'arrête là. Juste pour suivre, comment on appelle ça, la chaîne des titres. Les projets dont Alice parle en Tanzanie, c'est Ouganda, Tanzanie, Kenya, les 3 pays concernés. C'est un long pipeline qui va vers un port d'exportation et de raffinerie sur l'océan Indien. Ça vous concerne directement. Vous êtes en partie propriétaire de ces projets-là. Ces projets-là, il est financé en partie par la Banque royale du Canada. La Caisse de dépôt et placement est actionnaire de la Banque royale du Canada. Vous êtes cotisant via le régime de rente du Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Vous êtes propriétaire de façon assez directe de ces projets de pipeline-là. J'ai envie de compléter un petit truc, Diego, pour aller là-dessus. Un exemple, c'est ça, des effets en chaîne de nos placements. Par exemple, on sait que, sans vouloir l'accuser, la CDPQ est un leader et très ambitieux en termes de politique environnementale pour ce qui est, on va dire, des questions carbone. Et pour autant, il y a encore matière à amélioration. Mais la biodiversité, on voit qu'ils sont en train d'essayer de développer des indicateurs. Je lisais l'année dernière, je crois, il y a quelques mois, que la CDPQ, de façon indirecte, avait participé à la déforestation de 13 fois la taille de l'île de Montréal, à travers des deals, des contrats de personnes en place proches en Amazonie et des grands développeurs de projets amis de Bolsonaro. Donc, en fait, ça va loin, c'est tentaculaire. C'est la spécificité des flux financiers, c'est tentaculaire. Donc, on participe aussi, malgré nous, à ça, en étant dans une économie du Nord. Aussi, je crois que la piste du droit, donc l'exemple que tu as donné avec Total, puis la poursuite par c'est les gouvernements, hein? C'est le juge de France qui va devoir statuer, mais c'est 7 ONG qui sont allées. Ouais. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir parce que j'entends parler de beaucoup d'initiatives, que ce soit des groupes qui représentent la jeunesse et qui poursuivent beaucoup de gouvernements au Canada, aux États-Unis, en argumentant que
les gouvernements doivent faire plus pour respecter leurs droits. Ça donne l'espoir, mais aussi ces nouveaux mouvements qui essayent d'octroyer à la nature des droits équivalents à celles des corporations, des humains, comme je pense qu'il y a une initiative au Québec avec la rivière Magpie. C'est vraiment intéressant. J'entendais quelqu'un cette semaine dire qu'il y avait comme un mouvement pour qu'éventuellement la nature, qu'un jour, on pourrait peut-être envisionner que la nature soit sur les conseils d'investissement représentés par des avocats sur les conseils d'investissement ou les boards, les conseils d'administration d'entreprises et qu'elle devrait être écoutée ainsi. Donc, je pense qu'on est dans une période où il y a quand même de la créativité à propos de comment on atteint nos objectifs. Dernier petit truc, mais par rapport à la nature, en fait, il faudrait plus de communautés locales et de premiers peuples et autochtones. Eux représentent souvent les intérêts de la nature et ils ne sont pas suffisamment présents. Donc, j'aime ça, vous vous animez tout seul, j'ai pas besoin de rien faire. Non, mais c'est le fun, c'est des échanges, ça fait penser à quelqu'un, quelque chose. Je veux juste me faire l'avocat du diable parce que c'est souvent ça, qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais si on y va un peu plus de manière philosophique, quand on parle de mesures incitatives ou de mesures restrictives, les mesures incitatives, c'est comme de récompenser les gens pour faire la bonne chose. Fait que, philosophiquement, c'est comme, est-ce que on les récompense, mais juste parce que c'est la chose à faire? En tout cas, très philosophique, mon affaire. Je vais passer à la prochaine question, puis je pense que ça va être probablement la dernière de ce panel. Donc, c'est vraiment pour faire un topo puis un résumé de la COP en ce moment. Je vais vous demander quels sont les points focaux et les enjeux de négociation vitaux pendant la COP cette année sur la finance et quelles sont pour vous les avancées espérées pour le nouveau cadre mondial et les engagements que devraient prendre les gouvernements du Québec et du Canada pour répondre à la crise de la biodiversité. Donc, je vais y aller avec Dominique. Bien, je vais juste revenir sur un mot-clé qui a été mentionné tout à l'heure. On a parlé de littératie. Puis on parlait de littératie en matière d'investissement pour tout le monde, être capable de prendre des décisions éclairées. Je pense que pour les gens qui œuvrent dans la finance, il y a aussi une littératie en matière de nature et de biodiversité qui est importante à avoir. Et puis, peut-être que là, je vais être un peu plus positif que j'ai paru l'être tout à l'heure, mais pour moi, les 2 dernières semaines, au moins pour le Québec, ici, je ne sais pas si à l'international, il y a eu le même écho, mais ici, on a parlé de biodiversité énormément. Il y a quelqu'un hier qui me faisait relever qu'il y avait que le mot biodiversité apparaissait sur des affiches quand on se balade dans le centre-ville à Montréal. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On ne le voyait pas auparavant. Et ça, ça va faire partie de l'éducation populaire. Ça commence par ça. Et puis, c'est là que quand les gens sont sensibilisés, il y aura peut-être des lumières qui vont allumer à différents moments. L'exemple tout à l'heure avec toute la chaîne d'investissement. Mais s'il y a quelque part quelqu'un dans la chaîne est allumé et réalise que ce n'est pas approprié, ça pourrait aider. Alors, il y a clairement un besoin d'augmenter la littératie aussi en matière de biodiversité un petit peu partout. Et pour ça, je trouve que c'est un objectif qui a été rempli cette semaine. Ensuite, pour revenir à mon sujet de prédilection, dans la COP, actuellement, il y a beaucoup de négociations qui ont lieu pour essayer d'établir des bases pour le suivi de la biodiversité et de ces changements. On espère avoir des objectifs qui sont chiffrés avec des moyens d'action pour y arriver. Évidemment, il va falloir déployer des moyens pour mesurer l'impact de ces objectifs-là et de ces actions-là. Alors ça, il y a un gros travail à faire. Puis je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours pour essayer de financer aussi des protocoles de suivi de la biodiversité. Et ça, ça va survenir à toutes les échelles d'organisation. Alors, il y a un suivi à l'échelle internationale qui est à faire, mais après ça, il y a aussi, ça doit se rendre jusqu'au national, au provincial, puis même au régional. Et pour arriver jusqu'au projet très spécifique. Et ça, ça me fait plaisir de voir qu'on a entrepris ce projet-là sur les indicateurs pour la finance parce que ça nous permet de couvrir toute cette gamme d'échelles-là à laquelle il y a des évaluations de projets qui peuvent être faits. Merci beaucoup. Qui veut poursuivre? Ce que je dirais là-dessus, c'est que moi, je souhaite autant que tout le monde qu'il y ait un accord fort, solide, ambitieux et tout. Mais je crois que s'il n'y en a pas, il ne faut pas
s'arrêter à ça ou se décourager. Je crois que ce que moi, je vois à chaque fois que je vais dans une de ces rencontres-là, c'est qu'il y a énormément qui se passe en dehors des gouvernements. Et puis, comme Alice disait tout à l'heure à propos des données et des gaz d'émissions à effet de serre, ce n'est pas parce qu'il y a des données qu'on les réduit nécessairement. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un accord qu'on va nécessairement l'observer, malheureusement. Donc, continuons quand même à travailler sur toutes nos initiatives en parallèle de ce qui se fait dans les négociations. Oui, tout à fait d'accord avec vous deux. J'espère aussi qu'il y aura quand même un accord. Bon, on verra. L'aspect quand même du réveil et du fait qu'enfin, la notion de biodiversité fait partie de notre imaginaire collectif parce qu'on est en train de l'imposer dans plein de conversations, ça c'est super. Je précisais quand même que du côté de la finance, on a le sentiment, moi j'ai le sentiment qu'il y a des alliés qui sont en train d'être découverts au sein même de cet écosystème-là. Et je pense vraiment que c'est profondément honnête. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent et ce n'est pas juste pour une question d'opportunisme. C'est vraiment parce qu'ils se rendent compte que là, il faut un changement de paradigme et de façon de faire. Ce que j'aime de la biodiversité, c'est qu'on est dans une réflexion écosystémique et qu'on redonne de la place à l'humain. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas avec le climat, je trouve. On redonne aux communautés locales, je le redis, aux personnes affectées, une centralité parce qu'on va devoir, c'est eux qui nous aident et qui prennent soin de la nature. Un souhait, c'est que à l'avenir, vraiment, quand une communauté locale, qu'elle soit québécoise du Grand Nord ou en Amérique latine, dit non pour un nouveau projet, c'est non. J'aimerais bien que ça soit écrit quelque part. Je ne pense pas qu'on va aboutir là-dessus, mais on n'est plus à l'heure de comment on appelle ça il y a un terme pour ça, l'acceptabilité sociale. Non, l'acceptabilité sociale, c'est le minimum, l'acceptabilité sociale. C'est vraiment... c'est pas juste une consultation qu'il faut. Si la communauté locale dit non, c'est non. Si elle ne veut pas de minière, c'est non. J'espère que ça, on va réussir à vraiment l'automatiser comme respect vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui. Oui, Diego? Mais si je devais être rationnel et conclure avec ce qui est attendu de nous, je dirais, bon, on a besoin de cibles ambitieux, on a besoin de mesures de succès, on a besoin de systèmes d'imputabilité, etc. Mais j'espère qu'on aura tout ça. Mais je nous rappelle que 6 mois avant la COP, l'IPBES avait publié un rapport qu'à mon avis est fondamental et qui est derrière toutes les discussions sur nos systèmes de valeurs par rapport à la nature. Ils avaient décrit plusieurs types de relations avec la nature à travers l'histoire de l'humanité ou qui coexistent aujourd'hui dans le monde. Vivre de la nature, vivre avec la nature, vivre dans la nature, être la nature. Je pense qu'on peut trouver les meilleurs indicateurs de performance, les meilleures lois, les meilleures normes industrielles. S'il n'y a pas une remise en question profonde à partir de maintenant et qui se poursuit dans les autres négociations sur les systèmes de valeurs dans lesquels on veut vivre et qui doit être forcément à l'intérieur des limites de la nature et des écosystèmes, mais c'est cause perdue. Avec les meilleures normes, on peut détruire le monde en toute beauté. Donc, j'espère, le résultat que j'attends de cette COP-là, c'est que la discussion sur nos systèmes de valeurs, les limites de notre économie, j'étais content de voir hier qu'à l'ouverture de la journée de la finance, Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, qui est aussi le président du conseil d'administration de la TNFD, il disait on a un problème de valeur, puis on est probablement au-delà de toutes les limites planétaires dans lesquelles il peut opérer le capitalisme. Donc, j'espère que cette réflexion-là, qui est dangereuse, il y a 10 ans, c'était inconcevable d'arriver dans un COP et parler des limites du système capitaliste, mais que ça va devenir quelque chose d'acceptable qui mérite de discuter maintenant et à la COP 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à temps qu'on se conforme aux limites de la nature. Et pour faire du pouce, la question de quel est le rendement acceptable va devoir être aussi posée du côté du secteur de la finance. On ne va pas pouvoir faire l'économie de cette question-là. Peut-être que clairement, il va falloir revoir les rendements attendus de la part de tous les acteurs de la finance.
Puis pour compléter ce que Diego et Alice viennent de dire, je me permets de faire de la publicité sur l'Appel de Montréal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'Appel de Montréal, c'est un appel à tous les gouvernements au monde d'engager le dialogue là, sur les causes sous-jacentes à la perte de la biodiversité, à la crise de la biodiversité. Donc, de vraiment s'attaquer, comme Diego mentionnait, aux valeurs fondamentales à notre système économique. Donc, si vous voulez plus d'informations et vous voulez aller soutenir l'Appel de Montréal, donc Appel de Montréal, c'est disponible sur le site de la SNAP Québec. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce panel. Je vous remercie personnellement d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Donc, on va passer aux questions du public. Marie-Audrey, si tu es capable de voir, dans le fond, pour les personnes à distance, donc les personnes en virtuel, pour éviter l'écho dans la salle, on va procéder avec des questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions, veuillez les mentionner. Ma collègue Marie-Audrey va pouvoir les dire. Et on va prendre les questions dans la salle également. Donc, oui, je vais faire circuler le micro. Bonjour, merci beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup. Francis Gagnon, je suis designer d'information, mais je parlais plus du point de vue de mon expérience dans le système international. J'ai travaillé à la Banque mondiale pendant 8 ans à Washington et j'ai deux choses. La deuxième, c'est une question. La première, c'est pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour débourser? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle nécessairement. Je comprends que ça presse pour la nature, mais de un, on va établir des critères. Hein. On ne peut pas mettre 1 milliard puis découvrir que c'est allé dans les changements climatiques encore alors qu'on voulait protéger ça. Donc, il faut toujours vérifier. Il faut établir, faut s'entendre sur des conditions, sur des critères. Il faut vérifier que les projets vont dans ce sens-là. De deux, on veut mesurer. Donc, on veut établir des mesures de performance. On veut faire un suivi. On en a parlé tout à l'heure. Et de trois, il ne faut pas oublier l'aspect démocratique. Hein. Là, on est au niveau international et puis on dit qu'il faut mettre des milliards là-dedans, mais il faut demander la permission, évidemment, à chaque gouvernement. On ne peut pas imaginer que le fonds se présente ici au Québec et puis décide de protéger une aire ou quelque chose comme ça. Donc, quand on disait « j'ai pris l'avion pour faire le tour, pour avoir les lettres de non-objection », ben moi, j'étais content d'entendre ça aussi. Là. Il faut que les gouvernements soient consultés aussi là-dessus. Donc, je pense que peu importe si on crée un nouveau fonds ou quelque chose, il va toujours y avoir des délais. Puis je veux dire, je pense que ça parle un peu de où est-ce qu'on s'est rendu pour qu'on se dise que 2 ans, c'est trop long. Évidemment que c'est long. Mais sur la nature, c'est parce qu'on a attendu vraiment longtemps pour que 2 ans, ce soit trop long aussi. Là. Ça fait longtemps qu'on devrait agir sur ces questions-là. Ma question est un peu technique maintenant. C'est, il existe le Global Environment Facility aussi, qui finance la biodiversité, entre autres. Est-ce que vous savez pourquoi on ne parle pas juste d'utiliser ce fonds-là pour rajouter des fonds? Pourquoi on en crée un nouveau? Je veux dire, il a 30 ans, le Jeff. Je n'ai jamais travaillé au Jeff, là, mais je savais. Il existe plein de mécanismes. On ne vient pas d'inventer le financement international. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas... Je n'ai pas de réponse, mais les impressions, c'est qu'il n'était pas opérationnel. Mais là, c'est des conversations de couloir encore de ce que les gens qui étaient les partis semblaient dire qu'il fonctionnait mal. Mais je n'ai aucune information plus précise du pourquoi il ne répondait pas aux... Il y avait une question ici en arrière. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Bonjour. Bonjour à Dominique. Là, on s'est rencontrés cet été. Donc, ma question, c'est peut-être pour Dominique, mais je vous invite aussi à commenter par rapport aux finances. Si on parle des indicateurs et on pense au contexte du Québec, là, les milieux humides, est-ce que ça peut arriver ou c'était déjà arrivé d'évaluer un milieu terrestre ou un autre milieu différent qui est un milieu humide un peu plus important en termes de biodiversité qui est un milieu humide? Et si oui, comment éduquer, comment faire comprendre à un promoteur d'un projet qui actuellement vise juste pas payer la compensation pour la destruction d'un milieu humide et un autre milieu peut aussi avoir une importance pour la biodiversité plus intéressant qu'un milieu humide? Mais je pense que ta question, elle soulève un point que je voulais mentionner plus tôt, là, puis je n'ai juste pas eu l'opportunité d'y arriver. Là, mais quand on va travailler à développer des indicateurs qui vont assister les décisions,
faut que ces indicateurs-là soient parlants. Il ne faut pas que ce soit des indicateurs qui soient trop abstraits ou trop techniques ou trop spécifiques. Il faut qu'on soit capable. Tout à l'heure, je parlais de littératie. Il faut parvenir facilement à trouver une métrique qui va être communicable et interprétable par les gens. Puis après ça, il y aura une prise de décision qui sera prise, puis ça sera à la personne en charge qui aura l'imputabilité de faire un mouvement ou un autre avec cette information-là. Mais ce n'est pas facile, surtout pour la biodiversité. C'est un problème qui est complexe, qui a plusieurs dimensions. Avec la finance et les changements climatiques, il y a une valeur courante qui est beaucoup plus simple. On s'est accordé assez rapidement à arriver au carbone, on mesure des tonnes de carbone ou d'émissions de CO2, alors qu'en matière de biodiversité, il y a tellement de dimensions à évaluer. Il y a des groupes, il y a des gens qui s'intéressent aux espèces menacées. Il y a des groupes, des gens qui s'intéressent au changement de biodiversité. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser aux services qui sont rendus par la nature. Il y a tellement de composantes associées à la biodiversité que c'est dur à arriver à une ou quelques métriques. Et puis, la question que tu soulevais par rapport à la comparaison entre milieu terrestre et milieu humide, assez rapidement aussi, on va arriver à des problèmes de compromis. On essaie on évalue une caractéristique, un indicateur, et puis on trouve qu'il y a un impact très fort, puis on en évalue un autre, puis au contraire, c'est bénéfique pour la biodiversité. Alors ça risque de survenir dans la définition puis dans les propositions de nouvelles métriques qu'on va arriver à faire. Je ne sais pas à l'international où ils en sont en ce moment. Moi, je suis en train de découvrir ces indicateurs-là qui sont utilisés par la finance, mais c'est des défis qui sont évidents là, qui vont nous arriver là, très rapidement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui. Elle a levé. Ah, en tout cas, moi, j'ai vu là. Puis sinon, Marie-Audrey, entre-temps, est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Non? Parfait. Salut. Avant, je veux savoir, est-ce que ta question est un peu à rapport à la finance? OK, alors je vais te laisser aller en premier. Oui. Elle est toute simple, ma question, Dominique. Est-ce que tu aurais un exemple concret pour nous d'un indicateur concernant la biodiversité qui pourrait intéresser le monde de la finance? Parce que pour moi, ça reste encore abstrait, puis on en a parlé toute la journée, là, mais je ne connais pas d'exemple d'indicateur qui intéresserait la finance. Okay, il y en a plusieurs. Un seul, c'est dur d'y arriver. Un qui m'intéresse particulièrement, c'est celui d'impact cumulé. Alors, puis les études d'impact aujourd'hui sont en train de se diriger vers ça. C'est inclus maintenant la loi fédérale sur les études d'impact. Progressivement, il faut faire une prise en compte de cette situation-là. Alors, un projet ponctuel pourrait ne pas avoir d'impact très fort sur plusieurs dimensions. Il ne va pas rajouter beaucoup de pollution nécessairement, il ne va pas détruire une grande quantité d'habitat, il ne va pas menacer directement une espèce. Mais quand ce projet-là survient dans un territoire qui, lui, est très anthropisé, où il commence à y avoir d'autres stress qui s'accumulent, bien là, il peut y avoir des effets synergiques. Alors, deux projets ensemble peuvent avoir un effet supérieur à un seul, à la somme de chacun des projets individuels, là, et c'est là où ça pose problème. Alors, on a commencé à travailler là-dessus. On a fait un design d'une plateforme pour essayer d'outiller. Ça passe par des informations très factuelles, très de base, de juste une description du territoire. Alors, c'est quoi la superficie qui est concernée par un projet? Est-ce qu'il y a des espèces particulières dans ce terrain-là? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont menacées? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont susceptibles d'être très affectés par le changement climatique. Puis progressivement, on rajoute des couches d'informations pour essayer d'arriver à cette évaluation-là d'impact cumulé. Il y a des indicateurs qui existent à travers le monde là, pour faire des synthèses de ces couches-là. Là. Alors, c'est un travail beaucoup de systèmes d'information spatiale. Là. On rajoute des couches d'informations, on les combine après ça avec une formule mathématique, puis on a à la fin un indice qui nous dit si oui ou non, un projet va contribuer à ça. Parce que le projet en tant que tel peut avoir un impact relativement faible, mais quand il est dans un milieu qui est très perturbé, là, tout d'un coup, ça peut être finalement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, moi, c'est un type d'indicateur qui m'intéresse particulièrement. Mais aussi dans la chaîne de valeur, ce n'est pas seulement l'activité industrielle en soi, mais la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, les cycles de vie du projet, il peut avoir un impact négatif, même si une transformation en particulier a un impact faible.
Je vais vous donner juste un avant-goût des indicateurs sur lesquels on travaille qui sont très liés à la base des données de laquelle Dominique a parlé en large, mais juste pour décider qu'on évalue en ce moment des indicateurs qui soient spécifiques au Québec et qui soient complémentaires à ceux qui vont être considérés dans des cadres internationaux. En ce moment, ta compagnie peut aller acheter les services, par exemple, du Iceberg Data Lab ou des Biodiversity Footprint for Financial Institutions ou le Global Biodiversity Score. Puis tu as une série de systèmes pour évaluer l'impact de ton activité industrielle sur la santé des sols, effluents, empiètement sur les territoires, etc. Mais ça, c'est des données, ce sont des indices globaux. Nous, c'est ce qu'on cherchait avec notre travail et l'association qu'on cherche, la collaboration qu'on cherche avec le secteur de la finance au Québec, c'est pour développer des indicateurs qui soient vraiment parlants et simples à comprendre, mais pour les territoires du Québec et surtout pour les investisseurs qui sont, soit par leur loi constitutive, soit par leur vocation, leur mandat, etc., tenus d'investir la plupart de leur portefeuille à l'intérieur de nos frontières géographiques. Donc, par exemple, on avait imaginé comme indicateur complémentaire aux cadres internationaux, mais spécifiquement pour le Québec, empiètement sur les espèces en péril et autres, que Dominique en a parlé, impact sur la santé globale du Saint-Laurent, qui est un fleuve, mais c'est aussi de l'eau salée dans les golfs. Empiètement sur des visées de conservation autochtone et des communautés locales, donc c'est un indicateur de type bioculturel. Il n'y en a pas dans les cadres internationaux, l'indicateur bioculturel. Impact sur la connectivité, impact sur les espèces migratoires, impact sur les puits de carbone naturels, impact sur les valeurs récréatives et culturelles qui sont sacrifiées, et possibilité et qualité de la compensation proposée en cas de destruction d'un milieu naturel. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Ça ne veut pas dire que tous ces indicateurs-là vont exister, mais ça serait des indicateurs qui sont très spécifiques au Québec et pour lesquels on essaye de calculer un système de scoring, une matérialité financière qui permet de comprendre à peu près si on peut donner une valeur comptable à ça. Et c'est ce type d'indicateurs-là qui, disons, à côté ou en supplément à des cadres internationaux auxquels les institutions financières seront forcées d'adhérer à un moment via les SSV, via la TNFD. Mais nous, on va proposer pour les équipes ESG, les équipes d'évaluation des risques, certains indicateurs qui sont spécifiques au Québec pour passer les filtres de la décision d'investissement. Salut. Alors, durant le panel, je sais qu'on a parlé un peu de le manque de chances de ressources humaines, on a parlé aussi de le niveau de curiosité et tout. Puis j'ai juste quelques questions un peu, je suis un peu hors du domaine, mais je suis très passionnée. Donc, je veux savoir, est-ce que tu dirais que le niveau de curiosité est plutôt caché? Dans le sens que, est-ce que ça devrait être introduit à un âge encore plus jeune, comme même aussi jeune que l'âge comme 5-6 ans, et trucs comme ça? Comme une question que j'ai pour vous, à quel âge, vous étiez quel âge quand vous étiez intéressé à la biodiversité? Puis même à quel âge que tu avais quand vous étiez intéressé à la finance? C'est ma question. Je commence. Je vais y aller. Hier, j'étais avec Maxime Larrivée de l'Insectarium de Montréal, directeur de l'Insectarium de Montréal, qui dirige, puis il faisait une présentation sur la science citoyenne. Et puis, Maxime poursuit l'objectif avec la science citoyenne d'impliquer les gens puis de les sensibiliser à la biodiversité. Et puis, on avait une discussion sur la situation actuelle. C'était une discussion très générale, très haut niveau sur l'impact de la COP, puis la visibilité que la COP a, puis la couverture médiatique qu'il y a, et le souhait qu'éventuellement ça amène à changer les gens. Et puis, peut-être qu'on était pessimiste, peut-être qu'on était optimiste. Je ne sais pas, c'est difficile à dire où on se positionnait, mais à un moment donné, je soulignais à Maxime que son travail sur la science citoyenne a un impact énorme. Il va sensibiliser certains gens, mais le problème, c'est que ça parle souvent, ça prêche à un public de convertis. Et il y a comme une grosse majorité qui va être insensible à ces nouvelles-là. Et c'est ces gens-là qu'il faut réussir à les rejoindre.
C'est un souhait qu'on a, puis moi, ça m'a motivé il y a longtemps, quand on a créé Biodiversité Québec, à essayer d'aller rejoindre les gens. Alors, quand je parlais de transmission d'informations, il y a des données très factuelles qu'on essaie de transmettre, mais il y a aussi le souhait de sensibiliser puis d'offrir l'information plus générale pour augmenter la littératie sur la biodiversité. Mais c'est un gros défi de savoir comment est-ce qu'on va y arriver. Et un pari, c'est possiblement de s'y prendre plus tôt. Et malheureusement, ça va avoir un effet qui va prendre énormément de temps parce que là, on demande de transformer une société. Alors, c'est des générations à venir et à développer parce qu'il semble être très difficile de convaincre les gens qui ont mon âge, par exemple, de s'impliquer soudainement et de changer leur vision du monde. Ça va arriver, mais ça va être une minorité qu'on va réussir à convertir. Et puis, il faut s'y prendre plus tôt. Après, c'est un excellent sujet de recherche aussi sur lequel on peut se concentrer, puis on peut essayer de trouver d'autres solutions. On parlait, par exemple, avec Maxime, il travaille sur des outils de sciences participatives comme eNaturalist, eButterfly à l'Insectarium. Ils font le développement de eButterfly pour les observations de papillons. Et puis, je lui demandais, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de trouver de ces outils-là, puis les adapter à des pratiques sur le terrain, des gens qui n'ont pas nécessairement à voir directement ou qui ne pensent pas qu'ils ont un impact direct sur la biodiversité et qui peuvent y arriver. À titre d'exemple, je ne sais pas moi, un opérateur de machinerie forestière qui fait des observations pendant sa journée de travail, s'il avait accès à une application qui lui permet de noter ses observations de biodiversité, là, on vient de conscientiser peut-être une personne dans un public qui autrement ne serait pas rejoint parce que eNaturalist, ça ne le rejoint pas, eButterfly, ça ne le rejoint pas, puis cette personne-là ne va pas visiter l'insectarium non plus. Mais en se rapprochant davantage des gens, peut-être qu'on va y arriver. Mais ça, c'est un pari, je n'ai malheureusement pas la question, puis c'est un gros défi. OK. En combien de temps? J'ai quelques questions. OK, c'est bien. Oui. La question financière. Oui, donc la question est, ne pensez-vous pas que commencer trop tôt à sensibiliser les jeunes à la biodiversité puisse créer de l'éco-anxiété? Voilà. La question est de Cynthia Dionne de Pardec. C'est une belle question. C'est une belle question. Ah là là. Non, mais ce que je me disais, c'est comme si je réfléchis au fait qu'on t'apprend l'histoire et qu'on t'apprend le monde d'avant, et tu dois comprendre que le monde d'avant ne sera plus, il a été, mais ne sera plus. Si tu le vois comme ça, évidemment, ça peut être un peu anxiogène, mais si on t'apprend surtout à le décoder comme toi étant une partie prenante de cet écosystème, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver de la poésie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte qu'on a besoin d'art, d'art et d'autres types de savoir pour réussir à créer du sens avec tout ce qui nous arrive. J'ai fait au mieux pour répondre. Peut-être une idée par rapport à ça, c'est que peut-être que au lieu de prendre l'angle de la destruction puis du nombre d'espèces qui ont disparu depuis 40 ans, etc., les statistiques qu'on voit, peut-être parler de la biodiversité avec l'angle de l'interdépendance. Puis ce qui m'est venu à l'esprit, c'est j'avais fait une activité avec des enfants un jour de la biodiversité. Puis ils s'étaient mis, une classe ils étaient 30 en cercle. Puis c'était tout lancer une balle de laine, tu sais, d'un côté à l'autre. Puis là, ça faisait comme une espèce de toile d'araignée, là. Tout le monde était interconnecté, tout le monde tenait son bout. Puis on leur disait, OK, toi, t'es quelle espèce? Puis ils prenaient des espèces différentes d'un écosystème. Puis là, on disait, OK, par exemple, l'abeille, elle tombe. Fait que là, il y avait un enfant qui tombait. Puis là, les enfants qui étaient reliés à lui tombaient aussi. Mais ils réalisaient à quel point on était tous interconnectés. Puis je pense qu'apprendre cette réalisation-là, ça peut avoir beaucoup de positifs. On a fait une étude bibliométrique il n'y a pas très longtemps sur l'utilisation du mot biodiversité dans les médias. On l'avait faite il y a plusieurs années, là, puis on l'a refait cet été, au début de l'automne. Et puis, avec la particularité qu'on est allé voir, quand on mentionne dans un article des médias québécois le mot biodiversité, quelle espèce vient avec cet article-là? Quelle espèce on retrouve? Et vous serez surpris d'apprendre qu'une des premières espèces, c'est la baleine qui a été dans le port de Montréal
l'an passé. C'est un exemple que j'ai repris lors de la journée de la biodiversité pour la finance en juin dernier parce qu'on était à la biosphère, juste à côté d'où elle a été observée et photographiée à maintes reprises. Mon point avec cet exemple-là, c'est un exemple à la limite de l'absurde, la baleine dans le port de Montréal, mais elle a cristallisé l'attention des gens. Même chose avec l'ours polaire qui est arrivé en Gaspésie l'été dernier. Là. À nouveau, c'est des accidents de la nature qui ont fasciné les gens et qui ont attiré une sympathie énorme. Et le défaut qu'on a, peut-être, c'est de toujours sonner une alarme puis d'être très négatif, alors qu'avec la biodiversité, on a affaire à quelque chose de beau. Puis ça, honnêtement, pour la finance, ça pose un défi parce que je ne sais pas de quelle manière on pourrait le transmettre pour réussir à amener ça. Mais on a, au contraire du changement climatique, on a un matériel entre les mains qui est magnifique. Notre attachement à la biodiversité est probablement venu très tôt lorsqu'on a eu des éléments. Moi, c'est à écouter des documentaires sur les animaux que j'ai eu cet attachement-là. Très tôt, je voulais devenir biologiste quand j'étais petit. Et donc, on a un capital de sympathie qui est immense en matière de biodiversité. Puis, si on réussit à capitaliser là-dessus, ben, peut-être qu'on ne générerait pas cette éco-anxiété-là. Puis, au contraire, peut-être qu'on réussirait davantage à aller chercher les valeurs. Là, tout à l'heure, Diego en parlait. Ça ressemblait presque à une invitation à créer une religion. Là. Non, mais c'est vrai, parce qu'on parle de conscience collective qui vient conditionner nos actions au jour le jour, basées sur des valeurs. Ça ressemble quand même. Il y a certains éléments là-dedans. Mais c'est la beauté de la biodiversité qui va réussir à nous amener là, collectivement. Alors, il faut essayer de miser là-dessus pour y parvenir. Ça, j'en suis convaincu. Je te permets une dernière question. Okay. Ensuite, si tu as d'autres questions, ça sera à la gentillesse des panélistes de rester pour discuter avec toi à la fin. Parce qu'on a quand même dépassé. Mais on a commencé 5 minutes en retard. Alors, avec la question du chat, je suis comme en accord. C'est sûr que si on parle de comme on leur parle de la destruction et tout, et comme l'importance de la biodiversité, c'est sûr que ça va causer des problèmes d'anxiété, c'est sûr. Alors, c'est vraiment juste montrer des habitudes et des bonnes actions pour montrer l'amour pour la nature à un jeune âge. Mais là, plutôt une question. Je pense à une question que toi, tu avais demandé tantôt. Quand ça vient à un peu la compétition contre les compagnies ou les gens d'aspect de destruction, ça serait-tu de aller plus vers la communication, vraiment trouver des façons de marketing, les plus grandes façons de se rendre, comment dire, désolée, essayer de pousser là-dedans comme la communication de la biodiversité un peu plus dans le marketing, puis les réseaux sociaux un peu plus jeunes, qu'on dirait qu'elles sont plus intéressées à des affaires fast fashion et tout ça, des trucs qui sont très... je suis un peu mélangée avec mes idées. C'est correct. Ouais, donc l'usage en fait des outils qui sont à disposition pour l'industrie du divertissement, par exemple, l'utiliser de façon plus massive dans le contexte de la biodiversité. J'ai le sentiment que c'est déjà ce qui est quand même fait. On essaye de rajeunir, on essaie de rendre la biodiversité sexy de la part des institutions publiques et peut-être de la recherche en tout cas. Mais est-ce qu'on remplit la cible? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai une contre-question là-dessus. Avec les fonds d'investissement responsables qui sont en croissance, sont de plus en plus populaires, est-ce que les gens y adhèrent par souhait d'être responsables? Est-ce qu'il y a une part de marketing là-dedans? Jusqu'à quel point l'image, elle contribue à une décision pour participer à un fonds ou un autre, ou ça repose uniquement sur la raison? C'est sûr que le packaging autour incite à la prise de décision, mais là, on retomberait sur un autre sujet qui est l'enjeu aussi du greenwashing, qui est que il y a quand même une adhésion naturelle avec tout ce qui... Personne n'est contre la vertu. Tout ce qui est en lien avec la nature, avec la restauration, la régénération, c'est quelque chose quand même de positif socialement. Et du coup, quand les banques ou les acteurs financiers se positionnent là-dessus, en général, ils arriveront à faire adhérer les personnes. Et après, la réalité, c'est quid du produit qui est derrière. Ça, c'est encore un autre... Mais j'ai l'impression qu'il y a une surutilisation du marketing, moi, par rapport à
à la biodiversité, à la nature. Mais... Donc, j'aimerais encore une fois vous remercier. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Merci pour votre participation. Juste vous mentionner, il y a, comme pour les gens qui l'ont déjà vu, il y a du café, il y a des viennoiseries. Donc, gênez-vous pas avant de partir. Vous pouvez également rester dans la salle. Nous, on a la salle jusqu'à 10 heures. Donc, si vous voulez continuer à échanger entre vous. Jusqu'à 10 heures. Oui, non, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Moi, je serai partie de toute façon. Mais merci encore. Bonne fin de journée.